Bonjour à tous, on se retrouve donc au Bourget en marge de la COP 21. Aujourd'hui, atténuation ou adaptation au changement climatique, faut-il choisir? Alors aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Torquebio du CIRAD, qui est chercheur à Montpellier, spécialiste en écologie tropicale et en agroforesterie, et Gonéry Le Causanet, qui travaille pour le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, sur les interactions entre le niveau de la mer et le trait de côte, à l'unité des risques côtiers et changements climatiques. Et comme chacun le sait, le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. C'est toujours bon de le rappeler. Alors, à travers le prisme de ces deux points de vue, qui semblent assez éloignés de prime abord, mais finalement qui, on le verra, partagent de nombreuses interrogations communes. Donc l'alimentation et les pratiques agricoles d'un côté, le niveau des mers et les lignes côtières de l'autre. Nous allons tenter de répondre à cette question avant même de connaître les résultats des négociations de cette COP 21 à Paris. Atténuation ou adaptation au changement climatique, faut-il choisir? Alors, on va faire avec vous, Emmanuel Torquebio, un petit tour d'horizon sur la situation actuelle en matière d'agriculture. Merci beaucoup, oui. En ce qui concerne le lien entre le changement climatique et l'agriculture, les chiffres montrent que la réponse à la question atténuation ou adaptation, faut-il choisir? La réponse est non, bien sûr, il ne faut pas choisir. Les deux sont importants. Et la justification vient du fait que l'agriculture est fortement impactée par le changement climatique, mais l'agriculture contribue également au changement climatique. Donc le secteur est à la fois victime et responsable du changement climatique. En tant que victime, la réponse consiste à s'adapter, bien sûr, changer de pratique, changer de culture, aller cultiver ailleurs. En tant que responsable, la réponse de l'agriculture consiste à modifier ses pratiques, soit pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, soit pour stocker davantage de carbone, notamment stocker du carbone dans le sol, ce qui est très important. Donc, il nous semble important de répondre sans hésitation, ne pas choisir entre adaptation et atténuation, mais bien tenter de faire les deux choses à la fois. Le chiffre actuel qu'on donne, grosso modo, c'est 20% des émissions des gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture actuellement. Oui, plus précisément, c'est environ 24%, 12% attribués à l'agriculture et 12% attribués à ce qui est changement d'utilisation des terres dans le domaine de la forêt, déforestation essentiellement. Très bien. Alors, du côté des lignes côtières, est-ce qu'on peut établir un petit état des lieux, Gonéry Le Causanet? La réponse est assez similaire. On ne peut pas choisir entre adaptation et atténuation pour la simple raison que même si aujourd'hui on arrêtait d'émettre des émissions de gaz à effet de serre, le niveau de la mer continuera à monter pendant des centaines d'années, tout simplement parce que les glaciers sont en déséquilibre avec les températures actuelles. Donc aujourd'hui, le niveau de la mer il a déjà monté de 20 cm. On voit les premières conséquences de cette élévation du niveau de la mer, c'est que les événements extrêmes lors des tempêtes, le niveau de la mer monte lors des tempêtes, parce qu'on a une baisse des pressions atmosphériques, les effets du vent, les effets des vagues. Et ben ce processus aléatoire se superpose avec la tendance d'élévation du niveau de la mer. On voit des niveaux extrêmes qui sont de plus en plus élevés et de plus en plus fréquents. Donc ça, c'est une conséquence qu'on observe déjà. Et ce à quoi on peut échapper, finalement, c'est à une hausse du niveau de la mer trop rapide pour que l'on puisse s'y adapter. Quand vous dites 20 cm, c'est une moyenne mondiale et en partant de quelle date? Alors, 20 cm, c'est depuis 1870 et c'est une moyenne mondiale. Donc il y a des écarts entre les régions. Par exemple, en Scandinavie, le niveau de la mer baisse parce que le sol se soulève. Mais en France métropolitaine, on est dans la moyenne mondiale. Oui, mais on imagine que pour des îles en Micronésie, par exemple, quelques centimètres peuvent tout changer. Alors effectivement, ça fait partie des secteurs qui sont considérés comme les plus vulnérables au changement climatique. Et ce qui est de préoccupant, c'est qu'effectivement, dans ces régions-là, on s'attend à ce que le niveau de la mer monte plus que la moyenne, pour des raisons en fait, qui sont liées au fait que les principales sources d'eau qui contribuent au niveau de la mer, ça va être le Groenland et l'Antarctique dans le futur. Et il y a une déformation du champ de gravité qui fait qu'on va se retrouver avec des élévations au niveau de la mer plus rapides dans ces régions-là, dans les régions tropicales.
Bon, alors on constate déjà une vraie injustice dans ce réchauffement climatique. Alors heureusement, on a quand même des solutions en vue. Je reviens vers vous, Emmanuel Torquebio. Donc on va évoquer justement cette possibilité de pouvoir promouvoir des processus naturels finalement avec l'agroforesterie et plus largement l'agroécologie, c'est-à-dire l'utilisation notamment des arbres dans l'agriculture. Oui, c'est une méthode très importante pour tenter de contribuer justement à l'atténuation du changement climatique. Pour augmenter le rôle de l'agriculture dans l'atténuation, une stratégie tout à fait bien connue de l'agronomie depuis longtemps consiste à augmenter le taux de carbone dans le sol. Et pour augmenter le taux de carbone du sol, la stratégie consiste à faire en sorte que le sol soit couvert le plus souvent et le plus longtemps possible au cours des cycles de culture. L'agroforesterie, qui consiste à associer des arbres dans des champs de culture annuels, permet justement d'assurer une couverture permanente du sol. Il y a d'autres approches, par exemple l'agriculture de conservation, qui est une approche également agroécologique qui consiste à couvrir le sol en permanence avec des plantes de couverture de petite dimension qui jouent un petit peu le même rôle que les arbres. Dans les deux cas, on a comme conséquence de ces pratiques que le sol n'étant jamais mis à nu, il stocke de manière plus efficace le carbone et donc contribue à faire en sorte que tout ce carbone qui est dans le sol, c'est autant de gaz carbonique qui n'est pas dans l'atmosphère. Au niveau mondial, on sait que en réalité, le sol stocke des quantités gigantesques de carbone, 2 à 3 fois plus que l'atmosphère, mais le sol est un petit peu l'oublié de la COP 21. On a eu tendance à parler de géo-ingénierie, d'autres méthodes de stockage du CO2. Nous, avec l'agronomie, on a une méthode qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus du domaine de la pratique agricole traditionnelle, améliorer la qualité des sols. Et pour revenir à mon raisonnement du début sur ne pas choisir entre atténuation et adaptation, précisément, lorsqu'on arrive à augmenter le taux de carbone dans le sol, c'est augmenter le taux de matière organique, le taux d'humus dans le sol, et ça, c'est augmenter la qualité des sols, et donc c'est de l'adaptation au changement climatique. Donc on n'a pas choisi, on a atténué le changement climatique et on s'y adapte. Voilà la stratégie sur laquelle nous nous positionnons actuellement au CIRAD, dans le cadre d'un concept qui s'appelle le concept 4 pour 1000, d'augmenter le taux de carbone dans les sols de 4 pour 1000 par an. Alors on reviendra sur les sols, mais l'autre avantage également de favoriser la présence des arbres, des haies et de différentes plantes, c'est effectivement de diminuer l'apport de produits chimiques, soit des pesticides, soit tout ce qui est engrais chimiques, puisque en fait les arbres ont plusieurs avantages de ce point de vue-là. Oui, l'agroforesterie fait partie des pratiques agroécologiques au sens large, c'est-à-dire des pratiques qui reposent sur la mise en œuvre des principes des écosystèmes naturels dans les écosystèmes cultivés et la diminution autant que possible de tous les intrants, de tous les produits chimiques de l'agriculture. Donc en mettant en œuvre ces pratiques, on contribue en effet à diminuer les émissions liées à l'utilisation des produits phytosanitaires. Oui, notamment parce que les insectes vont être présents dans les arbres et ne vont pas s'attaquer aux cultures, par exemple. Eh bien, parce qu'en favorisant les interactions écologiques entre les différentes composantes d'un système agroforestier ou d'un système agroécologique, effectivement, on favorise les interactions naturelles, notamment celles qui concernent les insectes, et toute une série d'interactions qui existent dans les écosystèmes naturels et qu'on met en œuvre dans les écosystèmes cultivés. D'accord. Peut-être un petit exemple avec des parasites qui justement vont être neutralisés de cette manière-là ? Oui, il existe des associations de plantes qui, par exemple, attirent certains insectes qui sont eux-mêmes prédateurs d'insectes qui sont nuisibles pour les cultures. Donc en associant les plantes qui attirent les prédateurs des prédateurs, on arrive à diminuer les prédateurs qui sont indésirables. Très bien. Alors concernant le niveau des mers, Gonéry Le Causanet, quelles sont justement les solutions qui sont à l'étude ? Alors la première solution qui est à l'étude, c'est d'éviter de faire... Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une dynamique qui amène à s'installer sur le bord des mers. Donc à urbaniser les zones côtières et à détruire des environnements comme par exemple des mangroves, donc, sur lesquels vous travaillez effectivement.
et qui non seulement stockent du CO2, mais en plus protègent lors des tempêtes parce qu'elles font écran entre les vagues et l'intérieur des terres. Donc la première chose à faire, en fait, c'est éviter de trop urbaniser les zones littorales, de manière à faire en sorte que s'il y a des tempêtes, s'il y a un recul du trait de côte, eh bien, les conséquences soient relativement modérées finalement pour les gens qui sont installés dans la région. Et puis aussi pour les environnements côtiers, pour les protéger. Donc ça se fait en France par exemple à travers quelque chose qui s'appelle les plans de prévention des risques littoraux, dans lesquels aujourd'hui on essaie de dessiner sur une carte quelle serait l'extension d'une tempête centennale par exemple, qui interviendrait une fois tous les 100 ans. Aujourd'hui, dans ce mécanisme réglementaire, on intègre la prise en compte d'une élévation du niveau de la mer, ce qui correspond en fait à la partie inévitable de l'élévation du niveau de la mer dans le scénario où on réduit fortement les émissions de CO2. Voilà. Alors justement, la mangrove, ce sont donc ces arbres qui poussent dans l'eau. Il y a les deux qui existent, eau douce, eau salée. Et justement, ils participent aussi à la préservation des écosystèmes, aussi bien la biodiversité que l'érosion des côtes finalement. Voilà. Il y a plusieurs aspects. Il y a effectivement l'aspect que les systèmes naturels, lorsqu'ils sont fortement anthropisés, lorsqu'on installe des maisons dessus, ils sont beaucoup moins, on dit résilients aux effets des tempêtes, aux effets du changement climatique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de s'adapter tout seuls. Et puis il y a l'aspect que lorsque l'on s'installe dans des zones basses exposées à des tempêtes ou au recul du trait de côte, à terme, on se met en difficulté vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique. Et alors on s'y met en difficulté, je dirais, de manière assez différente selon que l'on émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre ou que l'on les réduit très fortement. Si on émet beaucoup de gaz à effet de serre, le niveau de la mer, en 2100, il sera vraisemblablement entre 50 cm et 1 mètre. Mais en réalité, il a un tiers de chance d'être au-delà de 1 mètre si on a une contribution assez importante de l'Antarctique à l'élévation du niveau de la mer. Et donc ça devient très difficile de s'adapter à ce genre de scénario. Donc là, on voit aussi adaptation et atténuation, c'est très lié. Alors, on va rester sur cette question de l'eau, Emmanuel Torquebio. On a donc aussi, par exemple, avec les arbres, cette possibilité d'avoir des ombrages qui vont permettre d'éviter une disparité de l'eau. Alors, on a des chiffres quand même assez incroyables. En France, donc, l'agriculture est la première consommatrice d'eau douce. 48% en France est utilisée par l'agriculture et dans le monde, la moyenne est de 70%. Alors comment est-ce qu'on peut optimiser cette utilisation ? Oui, l'eau d'irrigation est quelque chose de très important au niveau mondial et qu'il faut prendre en compte pour gérer des systèmes agricoles. C'est une solution qui est très souvent utilisée, mais qui peut parfois être une fausse bonne idée si les nappes phréatiques, par exemple, sont affectées par le changement climatique. Si on arrive mal à stocker l'eau, par exemple, dans des petits barrages pour contribuer à l'irrigation. Donc, associer des arbres aux cultures annuelles par l'agroforesterie permet de modifier le microclimat et donc de tamponner les variations liées au manque d'eau et peut contribuer à diminuer l'utilisation d'eau, notamment l'eau d'irrigation dans les systèmes cultivés. Il faut bien voir que nous, au CIRAD, nous travaillons essentiellement dans les zones tropicales, dans des pays en développement. Et à changement climatique égal, l'impact du changement est beaucoup plus important dans des zones d'agriculture tropicale que dans des zones de l'agriculture industrielle des pays tempérés. Il est beaucoup plus difficile de s'adapter lorsque on manque d'informations sur le changement climatique ou sur la météo, par exemple, lorsqu'on a peu de disponibilité financière pour investir. Et l'irrigation fait bien partie des choses qui sont chères à mettre en œuvre et compliquées à mettre en œuvre. Donc, mettre en œuvre des pratiques qui consistent à diminuer les besoins en eau de votre champ grâce à la présence des arbres de l'agroforesterie est une méthode plus simple, plus agroécologique, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, de mettre en œuvre une meilleure gestion de l'eau. Alors précisément, Goneri Le Cosané, on rejoint quand même avec ces nappes phréatiques votre problème du niveau des mers et le niveau côtier, et puis évidemment avec les pesticides et ce qui ont favorisé la prolifération d'algues et les nitrates notamment, on voit bien que tout est lié tout de même. Oui, donc effectivement, le BRGM travaille sur
les ressources en eau souterraine. Et donc là, il y a plusieurs effets du changement climatique qui menacent ces eaux souterraines. Donc, on parlait des atolls tout à l'heure. Donc évidemment, l'élévation du niveau de la mer fait que la transition entre les eaux salées et les eaux potables, en fait, dans le, comment dire, les eaux souterraines, elle va migrer vers l'intérieur de l'atoll. Et à un moment, peut-être, elle va disparaître, surtout s'il y a des pompages importants. Voilà. Donc ça, c'est un effet de l'élévation du niveau de la mer sur les intrusions salines dans les aquifères côtiers. En France métropolitaine, le problème, ça va plutôt être... on a les précipitations, en fait, on ne sait pas très bien comment elles vont être modifiées en France métropolitaine. En revanche, on sait qu'il y aura moins d'enneigement et on sait qu'il y aura plus d'évapotranspiration. Donc, ça dépendra aussi de l'usage des sols, hein, évidemment. Mais ce que l'on anticipe, en fait, c'est des effets très importants du changement climatique sur le sud-ouest de la France, avec des réductions de 40% du niveau des nappes qui sont actuellement utilisées. C'est-à-dire ça, c'est ce qu'on prévoit et on ne sait pas comment lutter contre ? Ça, c'est ce qui est prévu dans le cas du scénario où on continue à émettre des émissions de manière importante. Et comment lutter contre ? C'est à travers un usage des eaux souterraines qui soit modéré en fait, hein, parce qu'on voit bien que la ressource, il va y avoir cette tension qui va s'exercer dessus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'usage de cette ressource pour l'alimentation, pour l'agriculture, enfin pour la consommation d'eau potable, pour l'agriculture, pour l'industrie également, et puis pour même en fait, l'industrie nucléaire notamment, qui en a absolument besoin. Et donc là, ça va être un problème de gestion, en fait un problème de changement climatique qui va se superposer à un problème de tension sur la ressource qui peut déjà parfois exister. C'est ça, on va entrer dans une compétition des différents utilisateurs qui, à un moment donné, mais à votre avis, c'est le plus fort qui va l'emporter Alors, ça, c'est difficile à dire, hein, c'est pas mon rôle de chercheur de dire c'est une adaptation au réchauffement. Ça peut se faire de différentes manières, en fait, hein, c'est vraiment les décideurs qui vont décider comment on va gérer cette tension sur la ressource. Et donc, effectivement, on peut citer le sud-ouest, le bassin versant de la Garonne, et puis d'autre part, le bassin de la Loire également. D'accord. Alors, on vient de voir que la question de l'eau, évidemment, est très vite cruciale et liée à ce changement climatique. Et puis, évidemment, on a la question des sols qui est centrale, l'érosion, la pollution. Alors, vous nous avez parlé brièvement, Emmanuel Torquebio, de ce projet incroyable des 4 pour 1000 qui serait capable, par l'agriculture, de stocker l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Alors, quel est ce projet et comment c'est possible qu'il réussisse dans de telles proportions ? Oui, c'est une initiative importante qui réunit les principaux centres de recherche agronomique français, le CIRAD, l'INRA et l'IRD, avec des partenaires internationaux, des centres de recherche internationaux et beaucoup d'autres. Et il s'agit de la vérification d'une hypothèse qui a été formulée par des chercheurs de l'INRA, consistant à dire que augmenter la quantité de carbone, c'est-à-dire de matière organique, d'humus si vous voulez, contenu dans les sols de 4 pour 1000 par an, ou 0,4% par an, pourrait, non pas stocker, mais compenser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Alors le chiffre est impressionnant en effet, mais il a été vérifié au niveau des calculs de l'ensemble de la planète des émissions de gaz à effet de serre. Et reste maintenant à en vérifier l'applicabilité concrète. Alors bien entendu, le chiffre s'applique à un raisonnement qui concerne l'ensemble des sols de la planète, que ce soit les sols agricoles ou forestiers, et les sols cultivés ou les sols naturels. Donc il s'agit maintenant de voir quels sont les sols qui vont pouvoir aller au-delà de ce taux. Ce sont quelques centaines de kilogrammes de carbone par hectare. Finalement, c'est faisable, mais ce ne sera pas faisable sur tous les sols et ce ne sera pas faisable indéfiniment, puisqu'il y a un moment auquel on atteint un taux maximum qu'on ne peut plus dépasser. Donc, il faut arriver à gérer cette notion de 4 pour 1000 sur les différents sols de la planète et voir comment l'agriculture, la foresterie, l'agriculture tropicale, l'agriculture tempérée, les mangroves dont on a parlé qui sont très importantes et les forêts en général peuvent y contribuer. Alors, pour revenir à l'agroforesterie dont on a parlé tout à l'heure, excusez-moi, on a vérifié dans un certain nombre de champs agroforestiers, notamment dans la région de Montpellier, dans le sud de la France, qu'à l'échelle d'une exploitation agricole dans laquelle il y a des rangées d'arbres tous les 10 ou 12 mètres entre lesquels sont cultivées des cultures, eh bien on arrive à atteindre ce taux d'augmentation du carbone du sol
de 4 pour 1000 par an. Donc il nous reste maintenant à nous chercheurs à démontrer que cette hypothèse est vérifiable et applicable dans la réalité. Et si on y arrive, on aura réalisé une importante contribution de l'agronomie au sens large et de la foresterie à l'atténuation du changement climatique. Bah oui, parce que là, si vous arrivez vraiment à capter toutes les émissions de gaz à effet de serre, en fait, vous résolvez ce problème de la COP21. Oui. Alors, par quelle technique vous pouvez arriver à capter ces 4 pour 1000 ? Oui, alors, il ne faut pas en conclure qu'on peut continuer à émettre beaucoup de gaz à effet de serre et qu'on va tous les stocker dans les champs. Ça ne marche pas comme ça. Il faut aussi continuer à diminuer nos émissions de tous les secteurs, ceux de l'agriculture et les autres secteurs, bien entendu. Mais les méthodes donc, qui permettent de contribuer à cette augmentation du carbone dans le sol sont, d'une manière générale, les méthodes qui consistent à augmenter la quantité de biomasse présente sur les sols à tout moment. Alors la biomasse, c'est la biodiversité, les vers de terre, les insectes, les feuilles mortes. C'est la quantité de plantes présentes à un moment donné dans une parcelle, qu'elle soit agricole ou forestière. Et ensuite, cette quantité de plantes, c'est le résultat de la photosynthèse, c'est-à-dire la quantité de plantes présentes dans une parcelle qui devient à terme de la biomasse qui incorpore le sol via l'humus. Donc pas les insectes alors, vous ne les rentrez pas dans la biomasse? Si, bien sûr qu'on les rentre. Mais au départ, notre contribution consiste à augmenter la quantité de matière vivante qui existe dans les systèmes cultivés pour faire en sorte que la plus grande quantité possible se retrouve stockée dans les sols. Il faut arrêter les engrais chimiques alors, parce que là, les pesticides et... Oui, il faut en effet tenter de diminuer autant que faire se peut l'utilisation de tous les produits chimiques en agriculture parce qu'ils sont responsables d'une partie des émissions liées à l'agriculture. Donc il faut également contribuer à la diminution des émissions en diminuant l'utilisation des produits phytosanitaires. Oui, on n'en a pas parlé, mais je reviens un petit peu dessus. Le côté élevage intensif, on sait que la méthanisation qui provient de là, ce sont des chiffres faramineux. Alors, est-ce qu'on a des solutions justement concernant une maîtrise de ces émissions de gaz à effet de serre à terme? Donc, il faudrait revenir quand même vers un élevage plus raisonné. Dans le domaine de l'élevage, effectivement, il y a beaucoup d'émissions de méthane liées aux éructations des bovins notamment. Et les recommandations dans ce domaine-là consistent à améliorer l'alimentation des bovins, de faire en sorte qu'une alimentation de meilleure qualité diminue ces émissions de méthane par l'élevage. On a aussi quelques pistes pour l'alimentation, les fameuses farines animales. Justement, on pourrait utiliser des insectes pour les protéines animales qui boucleraient la boucle et limiteraient quand même ces émissions. Là, vous m'entraînez dans un domaine qui dépasse mon domaine de compétences. D'accord. Mais en effet, tout ce qui concerne l'amélioration de l'alimentation des animaux d'élevage peut contribuer à cette problématique, oui. On va rester sur cette question des sols qui justement, dans l'imaginaire occidental, une côte est une ligne fixe. On a appris ça à l'école en géographie, la côte est là, la mer est là. Mais en réalité, dans la plupart des cas, la côte bouge. C'est un endroit mouvant et on n'a pas cette représentation des choses chez nous. Je vais répondre à la question, mais juste je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que vous venez de dire, en fait, Emmanuel Torcobio, là, sur... En fait, c'est très important. En fait, il s'agit de secteurs économiques qui ne vont pas réduire leurs émissions, mais en seconde intention, vont capter du CO2 dans l'atmosphère. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On est passé, on voit bien qu'il y a toute une série d'acteurs économiques qui aujourd'hui pourraient ne pas réduire leurs émissions, mais en fait capter du CO2 à travers plein de procédés. Alors ça peut être même des processus industriels. Ça peut être par exemple faire précipiter de la chaux lors de la désalination, lors de toute une série de processus industriels que, voilà, de toute façon, on sait bien qu'on continuera à produire du ciment, des choses comme ça. Est-ce qu'on est capable de le faire ? La réponse est oui. Et donc, je pense qu'on a vraiment un enjeu là-dessus sur non seulement limiter les émissions pour les secteurs industriels, mais aussi faire en sorte que ces secteurs, tous les secteurs économiques, agricoles, industriels, etc., deviennent également capteurs en seconde intention.
Et donc ça, c'est possible s'il y a un prix fort du carbone. Voilà. Donc votre question, en fait, elle était sur le recul du trait de côte. Oui. Mais j'ai quand même une question à propos de votre seconde intention. Pourquoi vous dites, parce que la première intention, c'est quoi? La première intention, par exemple, d'un cimentier, c'est de produire du ciment. D'accord. Mais s'il change sa manière de produire du ciment, il peut stocker, il peut réduire ses émissions, voire stocker du CO2. Très bien. Voilà. Donc on va revenir à la ligne côtière, donc qui est beaucoup plus mouvante que ce qu'on imagine, parce qu'il y a des mouvements finalement de terrain qui sont pas du tout stables. Oui. Alors en fait, c'est vrai qu'on imagine le trait de côte comme étant quelque chose d'extrêmement fixe, mais en réalité, c'est absolument pas le cas. Le trait de côte évolue en permanence. Et en fait, c'est d'ailleurs la difficulté qu'on a aujourd'hui pour dire le problème d'érosion que l'on a aujourd'hui. On a 40% des plages sableuses aujourd'hui qui sont en érosion en France. On a du mal à l'attribuer aujourd'hui au changement climatique. En réalité, on pense qu'il est un peu trop tôt pour dire ce problème d'érosion est lié à l'élévation du niveau de la mer. En revanche, ce qui est de certain, c'est que si le niveau de la mer à la fin du siècle atteint des rythmes qui dépassent le centimètre par an, et c'est ce qui est prévu si on laisse faire les émissions, à ce moment-là, oui, on aura un recul très important du trait de côte qui sera lié au réchauffement climatique. Donc là, je pense que sur ce sujet-là, on a vraiment la possibilité de choisir aujourd'hui si on veut finalement entrer dans une situation où on devra s'adapter, mais de manière qui est possible, avec un taux d'élévation du niveau de la mer qui est de quelques millimètres par an comme aujourd'hui, mais on va pouvoir s'adapter, ou quelque chose qui est beaucoup plus aléatoire, avec des élévations de niveau de la mer qui au bout de quelques siècles seront de quelques mètres, et donc un recul du trait de côte très important. Oui, mais on peut aussi compter avec le mouvement de ces côtes, c'est-à-dire on peut en effet s'adapter et les prendre en compte, au lieu, comme vous disiez, de faire des constructions trop près des côtes. Voilà. Donc ça, effectivement, ça c'est possible si on a laissé suffisamment de liberté aux sédiments pour se déplacer dans les zones côtières. Et donc en particulier si on n'a pas complètement stabilisé les transports de sédiments à travers différentes infrastructures côtières comme les épis, les prises lames, etc. Donc si effectivement les sédiments ont la possibilité de se déplacer entre différents secteurs, on va peut-être pouvoir favoriser, on va peut-être pouvoir avoir un système qui va se modifier, il se modifiera toujours, ça c'est certain, mais se modifier sans voir ses fonctions ses fonctions s'altérer de manière importante. Mais ce mouvement ne va pas dans ce sens-là. On a des pays qui s'industrialisent à très très grande vitesse et qui vont en fait multiplier encore ce bétonnage des côtes. Donc, comment faire ? Il y a beaucoup de secteurs où c'est déjà trop tard en fait. On a déjà beaucoup urbanisé. Mais je pense à l'Asie, par exemple, des pays comme la Chine, en fait, ne vont pas du tout dans ce sens de laisser la côte libre. C'est pour ça qu'il y a bien un enjeu au niveau à la fois de l'adaptation, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas trop s'exposer aux risques côtiers parce qu'on sait que le niveau de la mer va s'élever. Et puis d'autre part à la mitigation pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour faire en sorte que l'élévation du niveau de la mer future, elle reste gérable. Gérable. Oui, alors quand vous, je pense que c'est peut-être le cas dans vos deux domaines, par rapport au savoir traditionnel, on sait que dans les villages, on a toujours un grand-père qui se rappelle que quand il y a eu des inondations, l'eau est montée jusque-là, ou la sécheresse a frappé de cette manière-là. Et est-ce que ces savoirs un peu ancestraux rejoignent aujourd'hui la recherche de pointe en sciences ? Oui, alors il y a un bon exemple pour ça, c'est la tempête Xynthia en fait, où quand on regarde juste les données de niveau d'eau dont on dispose, qui sont pas très longues, une cinquantaine d'années, on considère que Xynthia est un événement extrême qui n'est jamais arrivé dans le passé et qui donc sort de tout ce qui était anticipable, de tout ce que l'on pouvait anticiper. Et puis si on prend en compte le fait que historiquement on a des traces qui ont été trouvées dans des registres, c'est des documents historiques, on sait qu'il y a eu certains niveaux d'eau qui ont été dépassés dans le passé, qu'on l'intègre dans nos analyses statistiques, et on se rend compte que cet événement, en réalité, il a une probabilité de retour qui peut être définie, qui est autour de la centaine d'années ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, il y a un enjeu de ne plus utiliser que ce que l'on a de la période instrumentée, mais aussi d'utiliser ce que vous disiez, le savoir ancestral. Bon là, c'est pas tout à fait ancestral, mais... Et on peut dire également, Emmanuel Torquebio, que l'utilisation des savoirs traditionnels, notamment justement dans l'utilisation des différentes plantes qui vont être complémentaires au niveau des racines, au niveau des ombrages, qui est un petit peu... les pratiques traditionnelles de l'agriculture rejoignent finalement les recherches de pointe actuellement. Oui, c'est essentiel. L'étude de ce qu'on appelle les savoirs locaux ou les savoirs traditionnels est un domaine de la recherche agronomique à part entière. Pour nous, c'est essentiel.
Le CIRAD travaille en grande partie dans les zones tropicales des pays en développement. Et donc, dans tous ces pays, il y a énormément de savoirs traditionnels qui sont à l'œuvre depuis des générations et qui ont forgé l'agriculture de ces pays-là. Et on se base sur ces pratiques traditionnelles pour mettre en œuvre des pratiques améliorées aujourd'hui. Par exemple, dans le domaine de l'agroforesterie, on n'a rien inventé. L'agroforesterie, ce qu'on appelle le champ agroforestier d'Afrique, dans lequel il y a des arbres dispersés dans les champs, comme des karités ou des baobabs, eh bien c'est la pratique traditionnelle dans la grande majorité des pays africains depuis toujours. Donc ce sont des pratiques que nous remettons au goût du jour par une réflexion moderne, mais qui s'appuie sur des savoirs traditionnels en effet. Et dans les deux cas, on peut voir que l'atténuation ou l'adaptation à ces changements sont quand même intimement liés. En fait, je pense qu'un message important, c'est de dire on ne peut pas s'adapter à tout, en fait. On peut s'adapter à un scénario à 2 degrés, en fait. S'adapter à un scénario à 4 à 6 degrés, en tout cas pour ce qui concerne les zones côtières, c'est très compliqué. Et en fait, ça suppose de se retirer d'un certain nombre de zones basses. Très bien. Un petit mot de conclusion, Emmanuel Torquebio. Eh bien, je reviendrai sur ce que j'ai dit au départ. Je refuse de choisir entre adaptation et atténuation. Et nous pensons que la meilleure manière de faire de l'agriculture aujourd'hui, c'est de poursuivre simultanément 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'assurer la sécurité alimentaire de manière durable avec des pratiques agroécologiques. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que l'agriculture soit adaptée au stress climatique que nous attendons tous et qui, je le répète, va être beaucoup plus difficile à supporter dans les pays en développement que dans l'agriculture industrielle du Nord. Et ensuite, troisième objectif, c'est de contribuer à l'atténuation du changement climatique, notamment par tout ce qui concerne la matière organique contenue dans les sols. Eh bien, ce sera notre mot de conclusion. Je vous remercie. Merci beaucoup.